suis Antoine Diarra. Aujourd'hui, on va parler de numérique. Mais avant cela, je vais vous demander quelque chose de très simple. Je vais vous poser une question et s'il vous plaît, je vais vous demander de répondre à cette question-là. Ma première question, toutes les personnes qui sont dans cette salle-là tout de suite, qui n'ont pas de smartphone, s'il vous plaît, levez-vous. Toutes les personnes qui sont dans cette salle, qui ont un smartphone, qui n'ont pas de connexion Internet, s'il vous plaît, levez-vous. On va faire autrement. Toutes les personnes qui sont dans cette salle, qui ont déjà fait une recherche sur Google d'une information capitale, levez-vous. Waouh, c'est génial. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Vous savez quoi? J'aurais pu faire cette expérience un peu partout dans le monde entier. J'aurais obtenu le même résultat. Le numérique aujourd'hui est universel. Ce n'est pas comme tout le reste. Ce n'est pas comme les infrastructures. Ce n'est pas comme le développement, comme on l'entend. Le smartphone que vous utilisez, c'est le même qu'on utilise aux États-Unis. Les réseaux téléphoniques que vous utilisez, c'est les mêmes qu'on utilise partout. Les applications que vous utilisez, c'est les mêmes qu'on utilise partout. C'est pourquoi en Afrique aussi, 1 plus 1 égale 0. Ça n'explique pas pourquoi 1 plus 1 égale 0. Je sais que vous vous demandez pourquoi 1 plus 1 égale 0. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on parle de numérique pour l'informatique, pour les données, pour les images, pour les photos, pour les textes? Et pourtant, quand vous prenez votre smartphone, là, tout de suite, vous n'allez pas avoir de chiffres, mais on dit numérique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Parce que l'ensemble de l'information dont on parle se trouve stocké de façon numérique. On a l'habitude de compter en base 10, c'est-à-dire qu'on compte de 1 jusqu'à 10. Donc quand on arrive à 10, pour écrire 11, on ne va pas inventer un autre chiffre, on va écrire 1 pour dire 11. Vous êtes d'accord avec moi? En base 2, c'est ça le langage numérique, on va compter de 0 à 1. Donc quand on arrive à 2, comme on n'a pas le droit d'écrire 2, on divise les 2 par 2 et le reste c'est 0. Donc 1 plus 1 égale 0. Je voudrais vous montrer ce petit slide. Vous voyez? Afrique écrit en langage informatique, ce qui est des 0 et des 1. L'ensemble des données que vous avez sont stockées sur vos téléphones, sur vos smartphones, sous ces formats-là. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser, vu que la technologie, de façon générale aujourd'hui, le numérique, c'est l'un des seuls domaines, l'un des rares domaines dans lesquels l'Afrique n'a pas de retard, comment on peut utiliser ces potentiels-là pour développer nos pays? Comment on peut baser notre politique sur cette nouvelle technologie-là pour développer nos pays? Je vais vous proposer quelque chose de simple. Je vais vous proposer de devenir, juste le temps de ma présentation, le gouvernement d'Afrique. Parmi vous, il y a des ministres, il y en a certains qui sont déjà contents, il y a des directeurs, des ambassadeurs, et moi je suis le président, bien sûr. Et je vais vous demander aussi de valider des propositions concrètes que je vais vous faire aujourd'hui. Ces propositions-là, on va les valider comme vous avez l'habitude de le faire sur tous les réseaux sociaux. Quand vous aimez une publication, comment vous faites? On envoie un pouce en l'air, hein? On like. C'est ce que je vais vous proposer. Je vais poser un certain nombre de propositions. Ceux qui n'aiment pas, bien sûr, les propositions, vous pouvez envoyer le pouce à l'envers. Mais ça, vous le faites discrètement, s'il vous plaît, pour ne pas influencer les autres. La première brique qu'on va poser aujourd'hui, c'est la brique de l'éducation. Comment utiliser le numérique pour développer l'éducation en Afrique? Vous savez, l'accès à l'éducation est très difficile et c'est un défi partout en Afrique. Comment assurer à nos enfants des infrastructures scolaires? On est sur un modèle qui montre ses limites. Il faut construire des écoles, il faut envoyer des enseignants. Je veux juste vous demander d'imaginer une seconde, une tablette avec un chargeur solaire et avec un contenu interactif. On donne la tablette, le chargeur et le contenu interactif au village, on vous dit, vos enfants peuvent apprendre de façon autonome sur cette tablette-là. Ce que je suis en train de dire va vous surprendre, mais quelque chose a déjà été fait dans ce sens-là. Un exemple serait, comme ce que vous voyez sur le slide, c'est une tablette, un chargeur et un contenu interactif. Il y a un célèbre Indien qui s'appelle Sughamitra, qui a fait une expérience extraordinaire en Inde, qu'on appelle le trou dans le mur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette expérience-là? Cet Indien fait la promotion de l'apprentissage par soi, l'auto-apprentissage. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement,
Il est allé dans les bidonvilles d'Inde, il a ouvert un mur, il a encastré un ordinateur dedans, il a mis des programmes d'auto-formation dessus. Et les enfants, en passant, ont vu qu'il y avait une souris sur l'écran. Ils ont commencé à naviguer. Au bout d'une semaine, ils savaient tous utiliser la souris. Au bout d'un mois, ils savaient tous aller faire des recherches sur Internet. Il a poussé son expérience loin. Il a voulu faire apprendre l'anglais à des enfants qui vivaient dans un village de pêcheurs. Il a installé un programme qui apprend l'anglais british, c'est-à-dire avec l'accent british. Et devinez quoi? Au bout d'une année, les enfants de ce village parlaient l'anglais comme des vrais british. Donc aujourd'hui, l'auto-formation est possible. Beaucoup de gens me disent, est-ce qu'on peut remplacer un enseignant? Arthur C. Clarke, qui est le réalisateur de Odyssée 2001, Odyssée de l'espace, a dit, si un enseignant peut être remplacé par le numérique, il doit l'être. Donc aujourd'hui, on peut penser notre politique de l'enseignement, de la formation de nos enfants dans les coins les plus reculés à partir du numérique. Est-ce que vous validez cette proposition? Super. On peut passer à la deuxième brique. C'est la brique de la santé. Vous savez, en Afrique, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va voir la médecine traditionnelle. Si ça ne marche pas, on va à la pharmacie. On demande au pharmacien de nous ausculter comme si c'était un médecin. Si ça ne marche pas, on va à l'hôpital. Cette démarche est illogique en principe, mais il y a une logique derrière. Logique, c'est quoi? C'est l'accès aux soins. La médecine traditionnelle, pourquoi? Au-delà de nos croyances, on croit fondamentalement que c'est des bons trucs. Mais au-delà de cela, c'est qu'il suffit des fois de se lever dans sa cour, d'aller cueillir l'écorce de l'arbre qui se trouve au milieu de la cour, de le faire bouillir, de boire un peu et surtout de se laver avec pour être guéri. Pourquoi on ne ferait pas pareil avec la médecine conventionnelle? Qu'est-ce qui manque? Imaginez la même tablette tout de suite, on ne change rien, qu'on a utilisée pour les écoles. Sur cette tablette, cette fois-ci, on installe ce qu'on appelle la consultation virtuelle. Parce que qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est des médecins de qualité dans les endroits les plus reculés. Cette consultation virtuelle elle pourrait se faire 2 fois par semaine. On met dans une case la tablette qui est autonome, complètement autonome, avec un local. On fait des consultations en ligne. Et dans ce domaine, des Africains ont déjà démontré toute leur capacité. Il y a une tablette qui a été développée par un Camerounais, Arthur Zang, qui permet aujourd'hui de monitorer toutes les fonctions cardiaques des malades. C'est juste une tablette. Imaginez cette tablette connectée avec cette consultation-là. C'est-à-dire que le médecin cardiologue serait n'importe où dans le monde, même au Tibet si vous voulez, avec ce moniteur-là, il pourrait monitorer un malade cardiaque. Une deuxième expérience, c'est l'échographe par smartphone. N'importe quel smartphone aujourd'hui permet, avec cet outil-là, de pouvoir faire de la consultation à distance. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est possible avec son smartphone de pouvoir faire de l'échographie à distance. Si nos populations ont accès à tous ces moyens-là, là où ils sont, je ne sais pas pourquoi la médecine ne marcherait pas. Et ce n'est pas des gros investissements dont je vous parle là, c'est des choses qui sont à portée de main aujourd'hui. Est-ce que penser aujourd'hui le numérique pour apporter plus de facilité d'accès aux soins à nos populations, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous validez cette proposition? Merci. La troisième proposition que je vais vous faire aujourd'hui, c'est dans le domaine de la politique. Je suis content d'avoir des politiques dans la salle. Aujourd'hui, la politique, elle se fait autrement. On avait des assemblées nationales qui décident, ainsi de suite. Aujourd'hui, chaque citoyen a la possibilité d'agir sur la politique grâce aux réseaux sociaux. Notre parole ne se limite plus à chez nous. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre que j'ai vue sur Facebook l'autre jour, ça m'a fait rigoler, mais pas possible. Cette phrase disait quoi? Avant Facebook, seuls tes parents savaient que tu es un idiot. C'est vrai, parce que ce qu'on disait autrefois, ça restait en famille. Mais cette fois-ci, si vous dites quelque chose, c'est parti dans le monde entier. Et donc votre opinion, elle compte énormément. Pourquoi ne pas envisager aujourd'hui des modes de gouvernance différentes? Nos sociétés ont toujours fonctionné comme cela. Collégial, on prend des décisions. Pourquoi ne pas imaginer
des méthodes, des moyens, des outils qui se basent sur le numérique pour donner la parole au peuple, pour qu'il puisse apporter, pas sur toutes les questions, parce que ce serait impossible, mais sur des questions cruciales, donner la parole au peuple. Est-ce que vous validez l'idée d'utiliser aujourd'hui le numérique comme moyen de décision pour donner au peuple pour qu'il puisse agir positivement sur sa politique? Est-ce que vous validez? Merci. La quatrième proposition que je vais vous faire aujourd'hui, c'est celle de la culture. Beaucoup d'intervenants ont parlé de culture aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la culture n'a pas de frontières en réalité. C'est difficile de se centrer sur ça. De toute façon, je pense que d'ici quelques années, d'ici peut-être 10 ans, 50 ans, il y aura tellement un melting pot de toutes les cultures qu'une seule culture ne dominera pas le monde. Parce que le numérique, Internet, nous a tellement interconnectés que le jeune ici est au courant de ce qui se passe aux États-Unis, il est au courant de ce qui se passe au Tibet, il est au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour nos cultures? Les autres, de la même manière qu'ils ont porté leur culture sur ces moyens de communication, il faut porter nos cultures sur ces moyens. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme si on a une marmite, on est en train de faire une soupe mondiale des cultures, chacun apporte son ingrédient. Et la seule façon de mettre son ingrédient dans cette soupe-là, c'est d'utiliser un moyen qui communique avec le monde entier. Aujourd'hui, nous devons vulgariser nos cultures, nous devons le porter par le numérique. Est-ce qu'envisager des politiques plus engagées pour diffuser notre culture via le numérique, est-ce que vous validez cela? Je vous remercie. La dernière brique qu'on va poser, c'est celle de l'économie, le nerf de la guerre, l'argent. Vous savez, je suis là aujourd'hui grâce à l'économie numérique. Parce qu'il y a 4 ans, j'étais assis dans mon bureau, j'ai un ami qui m'est très cher, il est venu dans mon bureau tout excité. On va créer une société qui va faire du numérique, on va gagner de l'argent, c'est génial. Il était tellement enthousiaste que j'écris quelque chose, je lui disais non, il allait me tuer. Il est dans la salle, c'est Gabriel Traoré, je vous prie de l'applaudir. Et à l'époque, on s'est associé avec un troisième ami qui est en France, qui est spécialiste de la sécurité informatique, pour créer une société qui s'appelle Volinx. On fait du développement web, on fait du développement numérique, on crée des applications. Notre matière première, c'est le numérique, c'est les 0.1 que vous avez vu tout à l'heure. On vient de finir le développement de 3 applications, dont une qui nous tient à cœur, qui permet aujourd'hui de monitorer l'accès aux cantines dans les écoles maliennes. Les cantines sont très très importantes pour ces communautés qui sont éloignées, pour que les enfants viennent à l'école. Et nous, on vient de finir de développer une application qui permet de monitorer cela. Vous allez me dire, oui, vous êtes des spécialistes du numérique. Et pour nous qui ne sommes pas des spécialistes du numérique, je vais vous raconter une petite anecdote. La dernière fois, je rentrais de mission de Caille, à presque 500 km de Bamako, j'ai vu beaucoup de poulets avec un monsieur. Je me suis dit, génial, je vais acheter des poulets pas chers, parce que ce n'est pas Bamako. Je vais voir le vendeur, j'ai dit, habituellement, les poulets à Bamako, c'est aux alentours de 3 000, si je ne me trompe pas, 3 000 francs CFA. Je lui ai dit, je veux 3 000, c'est combien? Le gars, il m'a dit, 2 500 francs CFA. Je dis, mais c'est pas possible. Comment tu veux vendre des poulets à 2 500 francs CFA? Vous me prenez pour un Bamako ou quoi? Il me dit, non. J'ai mon téléphone le matin, j'appelle Bamako, je regarde s'ils me disent 3 000 francs, j'enlève 500 pour l'essence. Est-ce que le numérique n'a pas agi sur son business? Aujourd'hui, vous partez à Mali-Telda, c'est-à-dire la Silicon Valley du Mali. Ils créent des choses, ils inventent des choses. Là, vraiment, l'Afrique a un incroyable talent. Et si vous arrêtez tout ça, je vous assure, si vous arrêtez le numérique, tous ces jeunes seront sans emploi. Et ce n'est pas des gars qui ont étudié dans des grandes universités. Ils se sont appropriés le numérique parce qu'ils ont vu toute l'opportunité qui est là. Est-ce que vous validez l'idée d'utiliser le numérique pour développer nos économies différemment? Merci. Je voudrais terminer ma présentation en vous disant ceci. Les propositions que je viens de vous faire tout de suite, c'est des potentiels. Tout ce potentiel-là, nous devons le transformer en énergie. Et nous serons gagnants. Je vous remercie.